Donc Laurent Guérin qui va nous présenter donc My Web Application in 20 minutes. C'est en anglais ou en français? Non, ce sera en français, sauf en français. avis contraire, mais ça devrait. Les slides, par contre, effectivement, sont en anglais. Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus à cette présentation. Ça fait plaisir de voir des vraies salles avec des vrais gens. Donc, on va parler de génération de code et on va voir comment bâtir une application par bootstrapping en très peu de temps, plus ou moins 20 ou 15 minutes. Je me présente très rapidement. Donc, je suis Laurent Guérin. Mon vrai job, c'est d'être architecte software senior à Capgemini. Et puis, à côté de ça, je suis passionné d'open source et de software engineering, ce qui m'a conduit à créer, pour différents besoins, un générateur de code qui est bien sûr open source et qui est utilisé un peu partout maintenant dans le monde et entre autres sur nos projets également. Donc, première question qu'on peut légitimement se poser, c'est pourquoi faire de la génération de code? Alors, il y a une première réponse qui vient immédiatement à l'esprit, c'est la productivité. Il va de soi que quand vous aurez créé vos premiers templates de génération de code, vous allez pouvoir les réutiliser encore et encore, et donc gagner des dizaines et des dizaines de jours très facilement. Ça, c'est évidemment le premier point. Ça va amener aussi de la simplicité, c'est-à-dire qu'on va remonter à un niveau d'abstraction supérieur, c'est-à-dire que les développeurs vont voir essentiellement un modèle, qui est souvent un modèle métier, et on va pouvoir embarquer dans les templates une partie de la complexité du code. L'autre point aussi fondamental, c'est la standardisation et la cohérence du code. C'est-à-dire que quand vous êtes en entreprise et que vous avez mis au point des règles de développement, des conventions, des bonnes pratiques, des patterns à utiliser de préférence, etc. Si vous mettez tout ça dans vos templates, ben forcément le code que vous allez générer il va respecter toutes ces bonnes pratiques et vous aurez du code qui ne sera pas parfaitement homogène d'un projet à un autre. Ce qui induit aussi une notion de qualité, puisque donc, si les templates sont bien faits, vous aurez du clean code. Vous pourrez aussi générer des jeux de tests unitaires, donc on ne pourra plus dire on n'a pas eu le temps de faire des tests unitaires, ils sont là. Et on va le voir ici, je vais en générer quelques-uns. Voilà, donc c'est très bien tout ça. Par contre, la difficulté, c'est que très souvent, quand on regarde la génération de code, on tombe sur des outils qui peuvent être coûteux, qui sont parfois lourds, complexes à installer, à utiliser, etc. Et nous, on l'avait vécu, et c'est ce qui a amené à la création d'un outil beaucoup plus simple, en l'occurrence Telosys. Alors les grands principes qui sont les principes fondateurs pour la création de ce projet, c'est avant tout simplicité. C'est-à-dire que Telosys, c'est un outil tactique. C'est simple, c'est rapide à installer, rapide à utiliser. La courbe d'apprentissage est également très très courte. On l'a vu même avec des stagiaires, des développeurs très juniors. Ça ne nécessite pas de modèle important en entrée. C'est-à-dire que très souvent, quand on veut faire du MDA ou du MDE, on vous dit il faut commencer par faire un modèle UML, ce qui embête tout le monde, pour ne pas dire autre chose. Et donc, autre point, le produit est évidemment open source, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Il est gratuit et il n'est absolument pas intrusif, ce qui veut dire que vous ne vous engagez pas avec le produit. Le code qu'il a généré est totalement autonome. Vous pouvez prendre le produit et ensuite ne plus l'utiliser si vous le souhaitez. Donc, en résumé, c'est de l'outillage pour booster le démarrage d'un projet, pour faire un départ lancé. C'est léger, c'est utilisable, ça a été conçu par des développeurs pour des développeurs, donc c'est assez light. Ce n'est surtout pas un choix d'entreprise, vous n'avez pas besoin d'aller demander à votre service achat d'aller acheter des licences ou je ne sais quoi. Vous n'êtes absolument pas engagé par rapport à l'outil. Encore une fois, ça s'installe, ça s'utilise et éventuellement ça s'oublie, ça se supprime, mais très souvent ça se conserve parce que c'est quand même assez pratique. Et puis donc courbe d'apprentissage très rapide. Autre point fondamental, très important par rapport à d'autres générateurs de code qui peuvent ressembler un peu parfois à Telosys, c'est que très souvent il y a un effet boîte noire. Vous avez pris un générateur de code, il vous a craché du code, et puis le code à l'arrivée, il est ce qu'il est, et souvent il n'est pas exactement ce que vous auriez voulu, mais vous ne pouvez pas le modifier ou vous ne pouvez pas le modifier facilement. Là, depuis le début, l'idée de Telosys, c'est d'être totalement ouvert, alors ouvert en tant que solution open source, mais aussi ouvert sur ce qu'on va utiliser en termes d'artefacts, c'est-à-dire les modèles. Vous pouvez agir sur le modèle pour customiser votre modèle, et vous pourrez aussi agir sur vos templates de génération de code. Ce qui fait qu'à l'arrivée, vous allez obtenir exactement le code que vous voulez à la virgule près, c'est-à-dire avec vos commentaires en français, vos règles de formatage, etc., enfin toutes vos bonnes pratiques. Et donc, ça va permettre de générer n'importe quel type de fichier texte, et donc n'importe quel langage. Donc, c'est multilangage, quel que soit votre langage, même un langage complètement atypique. Si vous créez vos templates, vous pourrez le générer. Et donc aussi, quel que soit le framework en question, le framework utilisé par le langage. Donc ça génère aussi, pas que du code standard, mais des scripts SQL. Vous pouvez générer des fichiers de documentation OpenAPI, des scripts Postman, etc. Tiens, pourquoi ça va plus voilà.
Donc concrètement, ça se présente comment? Ça se présente sous la forme de 12 outils, le produit historique qui est un plugin Eclipse. Et puis très vite, à travers le monde, des utilisateurs ont dit, bah oui, mais nous, on fait du C# ou du Python ou du PHP, on n'est pas très Eclipse, on utilise autre chose, et donc on préfère avoir soit un outil intégré dans un autre IDE, ce qui est compliqué à faire, soit tout simplement un outil en mode CLI, donc en ligne de commande. Et c'est ce qui a été fait. Donc maintenant, il y a 2 outils, et pour le CLI, il y a des extensions pour les principaux éditeurs pour avoir de la coloration syntaxique. Voilà pour la théorie. Donc maintenant, on va passer à la démo directement. La démo qui va se présenter comme suit. Donc ça, c'est la vue d'ensemble de la démonstration. On va séparer totalement pour que vous voyez bien qu'il n'y a pas de rapport entre le projet lui-même et le générateur de code. Donc le générateur de code va être dans un répertoire qui est Telosys Project. Et puis le code généré va être du code Python, qui sera donc dans Python Project. Et on va, dans un premier temps, ça se fait toujours en 3 temps, la génération de code Telosys. Dans un premier temps, on design le modèle, c'est-à-dire qu'on va faire son modèle métier. Ensuite, on va récupérer, adapter ou créer de toutes pièces les templates qui ciblent le langage qu'on veut générer. Et puis en 3, c'est la partie la plus facile, on va générer, mais là c'est le générateur qui fait tout le boulot. Alors pour faire ça, on va cibler une petite application web en Python. J'aurais pu prendre n'importe quoi, j'ai pris Python parce que c'est open source et puis c'est pratique pour faire ce genre de démo. On va regarder ce que c'est qu'un modèle. On va prendre un premier bundle de templates. Les templates sont organisés en ce qu'on appelle des bundles, donc des paquets de templates cohérents entre eux. Donc un premier bundle pour générer un modèle plante UML pour avoir une représentation UML du modèle. Ensuite, on va générer la partie entité DAO pour la persistance en base, des scripts d'initialisation de la base, les services, les tests. Et puis en dernier, on va générer donc la partie IHM avec les contrôleurs et les vues qui s'appuieront sur Bottle. Et puis pour le projet, on va utiliser Telosys CLI, donc le CLI. Et puis on gardera tout ça dans VS Code pour la partie projet Python. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement ici donc Telosys CLI, ça ressemble à ça. Donc c'est tout simplement de la ligne de commande. Ici, mon projet n'est pas initialisé, donc il y a un certain nombre de commandes. Si vous voulez voir les commandes disponibles, il suffit de faire point d'interrogation. Et pour commencer, on va commencer par le modèle. Donc, pour créer un nouveau modèle, on fait NM pour New Model. Je crée un modèle fou ici. Si je liste les entités, je n'ai pas d'entité. Je peux faire un New Entity bar, et puis je vais avoir une Entity bar. Bon, voilà. Donc, comme on n'a pas le temps de créer tout un modèle, si je fais lister modèle ici, j'ai un modèle existant qui s'appelle Cars, donc je vais le prendre. Je vais faire modèle car. Voilà, donc c'est mon modèle courant, le prompt a changé. Si je liste les entités, je m'aperçois que dans mes entités, j'ai des marques, des voitures, des entreprises et puis des drivers donc, qui vont conduire les voitures en question. Si je veux éditer si je veux voir ce qu'il y a dans une entité, en l'éditant par exemple, je vais faire Edit Entity, je vais prendre une voiture. Et là, il va me lancer Notepad++ parce que je suis sous Windows, mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre éditeur. Et là, je vois ici ce que j'ai dans mon projet, donc générateur de code, là, avec mes différentes entités, notamment une voiture. Alors, une entité, ça se représente de façon très très simple, c'est du texte. Vous pouvez l'éditer avec VI si vous voulez, il n'y a pas de difficulté. Donc, c'est une voiture qui a un certain nombre d'attributs ici, donc un ID avec un type. Les types sont des types neutres indépendants du langage. Ils sont convertis dans le type du langage cible en fonction du langage cible. Et puis, il y a un certain nombre d'annotations et de tags, notamment ici, ça veut dire que ça, c'est la clé primaire. Des contrôles de surface, ça c'est quand on va générer l'IHM va automatiquement embarquer les contrôles de surface et ce genre de choses. Si vous faites du JPA en Java, c'est pareil. Les clés étrangères sont définies également à ce niveau-là, donc on dit que là on a non seulement une clé étrangère, mais qu'on va vouloir aussi gérer un lien vers la voiture. Bon, et puis toutes les entités sont décrites comme ça. Quand le modèle est fait, on le vérifie, on fait un check modèle, puis il dit ok, le modèle c'est bon, il y a 4 entités, ça me va, ça fonctionne. Donc ça, c'est la première étape. Donc le modèle ici, c'est fait. Maintenant, on va prendre un premier bundle de templates pour générer une vision graphique du modèle. Donc si je liste mes bundles qui sont installés, alors tous les bundles sont évidemment aussi disponibles en open source et sont hébergés sur GitHub. Et il suffit de faire une liste, il va chercher sur GitHub, vous les ramenez, vous les installez, mais on n'a pas le temps de faire tout ça. Donc j'ai déjà tout un paquet qui est prêt ici. Et là, je vais sélectionner le bundle plante ou UML, il suffit de mettre une partie du nom. Donc le bundle courant, maintenant, c'est mon plante UML. Si je liste les templates, bon, il n'y a qu'un template, c'est pour générer le modèle.
Donc je vais lancer la génération de code, je vais faire un gen étoile étoile, ce qui veut dire génère-moi, fais-moi une génération pour toutes les entités du modèle et pour tous les templates du bundle. Je valide. Ici, il me dit donc je viens de générer un fichier qui s'appelle modèle plante.uml dans le répertoire plante.uml. Si j'ouvre ça dans mon VS Code, donc mon VS Code qui est vide pour l'instant, puisque dans Python j'avais rien, pour l'instant j'ai en tout et pour tout mon répertoire ici plante.uml dans lequel j'ai ce modèle. Donc ça c'est le modèle ici qui vient de me générer à l'instant. D'ailleurs on le voit ici, il y a l'heure et tout. Et ça c'est le modèle donc plante.uml, ce qui va me permettre. Donc là on a généré des modèles, on appelle ça une transformation de modèle, c'est-à-dire qu'on est parti d'un modèle TLE6 pour aller vers un modèle plante.uml. Et là je peux faire une preview. Et là, il va me générer normalement la vision graphique. Voilà, donc ça, c'était mon modèle en entrée. Donc là, ma doc, elle est faite pour mon projet. Donc ça, c'était un premier exemple de génération de code. Et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de générer vraiment l'application. Donc, deuxième partie, on va générer cette partie-là, c'est-à-dire les DAO, les entités, les services, etc. Donc après, le principe est toujours le même. Je vais relister mes bundles. J'en ai un qui s'appelle SQL Alchemy ici, que je vais sélectionner, et je vais tout régénérer. Je vais lui mettre un -y pour qu'il ne me pose pas de questions. Et là, cette fois-ci, il m'a généré 30 fichiers. Donc, si je retourne dans VS Code, là, il y a un petit peu plus de monde. Cette fois-ci, j'ai toujours mon plante.uml, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Dans les entités, j'ai mon entité voiture, comme tout à l'heure, qui a bien été générée là, à l'instant, qui est une classe Python, ça aurait pu être une classe Java, ça aurait pu être du C#, enfin le principe après est toujours le même, et donc qui est conforme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, à vos règles de développement. Ensuite, on va avoir donc des DAO qui vont gérer des find, l'accès aux données pour cette entité, donc de faire du find all, find by ID, update, insert, save, delete, exist, etc. Et donc un DAO par entité. Si j'avais eu 40 entités, j'aurais eu 40 DAO, et ainsi de suite. Tout ça avec le même effort, hein, c'est gen étoile étoile, et c'est tout, quoi. Et puis des services qui vont au-dessus, et puis des tests. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux commencer à regarder ce que j'ai ici dans mon répertoire cible. Donc, j'ai un certain nombre de scripts qui ont été créés. Donc, notamment, il y en a un qui s'appelle Create Database, qui va me permettre de créer ma base de données. Donc, ça veut dire que là, on a généré du SQL à l'intérieur, si on veut aller voir. Donc, on se sert juste de Python pour exécuter des bouts de code SQL. Donc, le Create Table pour la voiture, pour la compagnie, etc., etc. J'aurais pu générer du SQL pur et puis l'interpréter avec mon interpréteur SQL de la même façon. Donc ici, on va faire Create Table. Donc il m'a créé 4 tables. J'ai également un script d'initialisation qui va mettre une ligne dans chaque table avec les liens au niveau des foreign keys. Et maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir lancer mes tests qui s'appellent Run Test, ici. Et là, j'exécute mes tests de DAO. Donc tous les voyants sont au vert, donc ça veut dire que ici je vais vous montrer à quoi ressemblent les tests. Donc le test, en fait, il commence par supprimer, donc il instancie ici une classe de type, on est sur quoi? Sur des voitures là. Ensuite il la supprime pour être sûr qu'elle n'est pas là, il la recrée, il fait un find, il fait l'update, il le reload after update, et il refait un delete, et puis il fait des asserts pour s'assurer que tout ça se passe bien. Donc ça veut dire que là, pour résumer, donc on a généré des DAO, des services, des entités, on a généré les tests qui prouvent que les DAO fonctionnent bien. Donc il ne reste plus qu'à regarder après ce qui se passe côté IHM. Donc côté IHM, il doit me rester un certain nombre de bundles, notamment un qui s'appelle le MVC Bottle. Donc je vais prendre mon MVC Bottle, je vais refaire un gen étoile étoile. Et là, il m'a généré 19 fichiers qu'on va trouver donc dans la partie vue. Donc, on va avoir des contrôleurs avec des routes ici. Donc, pour la route car. Et après, pour chaque entité, ce qui se passe, c'est qu'on a une liste qui présente la liste des entités et un formulaire qui permet donc de mettre à jour l'entité en question. Et ça, on va le retrouver. Donc, vous voyez que le code est complètement stéréotypé. Donc, ce que j'ai pour les voitures, après, je vais le retrouver pour la partie brand, compagnie, etc.
Alors ça ne veut pas dire que votre IHM final, ça va être ça, parce que le générateur, lui, il ne sait pas exactement ce que vous voulez en termes de rendu, il y a peut-être des colonnes qui ne servent à rien, donc effectivement, il y a une partie du code après qu'il faudra retoucher pour l'aligner sur exactement ce que vous voulez, ou mettre un petit peu plus d'intelligence dans le modèle, en disant ça je le veux dans les listes, ça je le veux pas, en utilisant des annotations. Ça c'est à vous de voir, si vous voulez mettre l'effort dans le modèle ou dans le code après génération. Donc, maintenant, si je reviens sur ma ligne de commande ici, j'ai un app.py qui est là, que je vais lancer, qui me dit, j'ai lancé mon application, j'écoute sur le port 3000 en localhost. Donc sur le localhost en port 3000, on va trouver une petite application assez basique, c'est fait avec du Bootstrap, voilà, dans laquelle je vais retrouver donc, des compagnies. Je vais pouvoir créer donc, une compagnie, ici par exemple Stellantis, la sauvegarder, donc du coup elle apparaît bien dans la liste. Je vais pouvoir ensuite passer sur des marques, créer une marque du genre Peugeot, que je vais associer à Stellantis pour le coup, que je vais sauvegarder. Et donc après on va pouvoir aller sur les voitures, créer une voiture quelconque de type 5008, année 2020, et qu'on va associer à Peugeot et puis à un driver que j'aurais pu créer tout à l'heure. Et donc l'application fonctionne, et si j'avais eu une cinquantaine d'entités, j'aurais toutes mes entités qui sont là. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que si vous voulez donc démarrer un projet très rapidement avec un cadre pour que les développeurs après reprennent ça, c'est extrêmement rapide. Nous on est actuellement sur des gros projets de type microservice Java, où un microservice Java c'est un projet Java multimodule, parce qu'on fait du DDD avec 9 modules à peu près par microservice. Donc quand le développeur commence à travailler à la main, c'est soit il démarre from scratch, et puis il se crée tout, et puis les pommes XML, et puis c'est pénible, alors il va reprendre un truc qui existe, il va faire du copier-coller, plus ou moins bien. Alors que là, ce qu'on fait, c'est qu'on génère, et au moment où le développeur commence à intervenir sur le code, il a déjà ses scripts de création de base qui sont présents, il a ses DAO, il a ses aggregate routes en termes de DDD, il a son interface REST, on génère également la partie OpenAPI, et après il n'y a plus qu'à aller mettre vraiment le code métier qui est de la valeur ajoutée là-dedans, et le bootstrapping du projet en tout cas est fait naturellement. Je crois que j'arrive à peu près au bout, c'est ça. Ça va parce que derrière il y a la pause. Ok, très bien. Donc à la limite, je peux aussi vous montrer, il y a un autre bundle ici qui est le bundle REST. Donc on peut dire, je vais en plus faire du REST. Donc je vais régénérer. Et maintenant, je dois avoir normalement une application supplémentaire ici, qui s'appelle AppREST. Qui, elle, va écouter sur le port 3001, et là, du coup, je peux aller sur le port 3001, je dois avoir un lien quelque part ici, et là, je récupère bien les voitures que je viens de créer en REST. Donc, ensuite, si vous voulez personnaliser, la personnalisation, c'est là que ça se passe. Donc, on disait personnalisation du modèle, donc c'est au niveau du modèle ici. Les templates, c'est assez simple, ça se présente comme ça. Si je prends, par exemple, mes templates MVC ici avec mes contrôleurs, donc ça, c'est le contrôleur c'est le template qui va générer chaque contrôleur pour chaque entité. Donc on retrouve la partie de code un peu en dur, et puis en incrustation ici, donc ce qui vient du modèle métier, du modèle d'entité. Le moteur de templating ici, c'est du Velocity. C'est un peu l'équivalent de... On parlait de Tweak tout à l'heure, ce genre de choses. Là, Velocity, c'est un des principaux moteurs de templating Java avec FreeMarker, qui fait partie de la fondation Apache, donc qui est très très connu et très bien documenté, sur lequel on peut faire des tas de choses. Puis après, vous verrez aussi que il y a pas mal d'éléments qui sont embarqués de plus en plus. On enrichit aussi les capacités à travailler sur les parties du modèle, et là tout ça est aussi évidemment bien documenté, on fait des boucles là-dessus. Et la prise en main de ce genre de langage de templating, sur les projets, on voit qu'en général, même un développeur junior, en quelques jours, il s'approprie assez vite ça, et certains développeurs passionnés par la génération de code vont eux-mêmes créer des templates assez naturellement et assez facilement. Quand on en a fait 2 ou 3, ça va ensuite assez vite.
Et ça, si je veux le personnaliser ici, je vais remettre, je sais pas, je peux mettre un commentaire de plus ici. Je veux dire, évidemment, démo Paris. Je l'enregistre. J'étais sur quoi? Sur mes contrôleurs quoi là, MVC. Donc, je vais repasser sur mon bundle MVC. Je vais tout régénérer. Et là, normalement, si je vais dans mes contrôleurs maintenant, qui sont là, je retrouve bien mon démo Paris qui est apparu ici. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment, au début, on fait ça, on édite les templates d'un côté, on régénère, on vérifie si ça compile, si on est sur un langage compilé, etc. Et puis après, quand on a quelque chose, alors il faut investir sur la qualité évidemment des templates. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, on part toujours d'un modèle existant, c'est-à-dire qu'on fait l'application idéale telle qu'on voudra l'avoir à la main. Ensuite, à partir de ça, on réextrait les parties communes, on fabrique les templates. Et on dit, ben, ça, c'est comme ça qu'on va fonctionner maintenant dans l'entreprise et c'est avec ça qu'on bosse. Donc voilà les grands principes. Je vous ai mis, donc tous les slides là vont être, il y a la description sommaire de la démo avec les principales étapes là, qu'on a fait. Ces slides-là, si ça vous intéresse, seront disponibles sur SlideShare. Je les publierai la semaine prochaine, je pense. Et puis ensuite, si vous voulez suivre le projet, tout est ici. Vous avez évidemment donc, le site web, hein, www.telosis.org, un compte Twitter que vous pouvez suivre et puis retweeter les news éventuellement, un tag Telosis sur Stack Overflow, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'anglo-saxons qui s'intéressent au sujet, donc le tag a été créé il y a maintenant quelques années. Il y a un groupe LinkedIn également, il y a une chaîne YouTube. Tout est disponible sur GitHub, le Telosis CLI qui se trouve là, le plugin également pour Eclipse. Tous les templates, c'est-à-dire que si vous allez sur ce site de templates, ici vous allez trouver des exemples de templates pour générer du Scala, alors du Java bien évidemment, du C#, du Python, oui on l'a vu, du PHP, qu'est-ce qu'il y a d'autre, du Go. Golang, enfin, et puis si demain vous avez un langage un peu bizarre que vous êtes les seuls à utiliser, vous pouvez quand même générer du code, il n'y a pas de difficulté, c'est faisable. Si vous pouvez prendre 3 secondes pour cliquer sur Star, ça nous fera plaisir, il n'y en a jamais assez. Et puis tout le matériel utilisé, à la fois le modèle Cars ici est téléchargeable sur cette URL, et là vous avez tous les templates qui ont été utilisés pour la démo, hein, que vous trouverez sur GitHub. Et pour faire cette démo, vous avez besoin d'un Python version 3, même inférieure à celle-ci, de Bottle et de SQL Alchemy pour la persistance en base. Voilà. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et s'il y a des amateurs de stickers, j'ai aussi des stickers si vous en voulez. On va prendre 1 ou 2 questions et après on fera le break. Alors, il y a 2 mains, c'est parfait. J'ai juste une question vis-à-vis des versions, typiquement entre, imaginons, de Java 8 à Java 16. Comment ça se passe pour définir ça? Ça se passe par... Enfin, c'est dans les templates en fait, de génération de code. Vous allez décider de générer pour du Java 2, si c'est très ancien, ou du Java 11 ou du Java 9. Il faudra juste... vous verrez sur les templates qui sont publiés sur GitHub, en général, c'est mis... Java 7 quelque chose ou Java 8, c'est-à-dire qu'en gros, on dit que c'est un template qui a été validé pour telle version de Java. Okay. Il y avait Symfony justement tout à l'heure. Si vous décidez de générer du code pour Symfony, effectivement, vous allez générer du code pour une certaine version de Symfony. Hein. Ça, c'est la même chose, quoi. Ok, merci. Et selon vous, quels sont les avantages et inconvénients de votre système par rapport par exemple, un système bien connu basé sur OpenAPI, génération de code? Parce que là-bas, il y a une spécification OpenAPI. Ah, alors. D'accord, là-bas, c'est le modèle est inclus dans cette spécification. Oui. À la fois, il y a aussi ce qu'il faut, quels sont les codes de retour alors, pour les applications basées RESTful Web Services. Oui. En fait, la question vaut pour OpenAPI et vaut aussi pour plein d'autres domaines de l'application. OpenAPI, effectivement, il y a un générateur, donc soit on fait du contract first, soit on fait du code first et on remonte le contrat. Donc le générateur d'OpenAPI qui va produire du code, on est typiquement dans l'effet boîte noire qu'on évoquait tout à l'heure. Si je prends
Si je reprends mon petit schéma là, ici, là. Si vous mettez OpenAPI, donc vous prenez votre fichier YAML d'OpenAPI et vous générez du code. On l'a encore fait il y a peu de temps sur du Go. Quand OpenAPI dit moi je veux générer du Go, il va générer du Go à sa façon. Il va laisser le choix entre une ou deux stacks pour faire du reste, c'est-à-dire du Gorilla Mux ou des choses comme ça, ou du Gin. Enfin, il va prendre des options. Mais ce n'est pas forcément les vôtres. Donc si vous voulez générer du code qui est exactement ce que vous voulez, il vaudra mieux faire vos templates vous-même, donc prendre du Telosys. Après, il y a un autre aspect, c'est que il est plus facile. Nous, on utilise aussi le générateur de code OpenAPI dans notre projet, à côté de Telosys, parce qu'on fait du contract first. La difficulté, c'est que les développeurs, ça leur fait deux choses à faire. Et on va probablement tout faire avec Telosys, parce qu'en une seule fois, tout sera fait. Des outils pour bootstrapper, il en existe plusieurs, mais qui sont souvent très, très ciblés. Il y en a qui vont bootstrapper, par exemple, en Java, uniquement du JPA. OpenAPI va faire la partie REST. Et puis, il y a d'autres outils qui vont bootstrapper des IHM pour Angular, pour Vue.js, pour React, etc. C'est un peu hétérogène, tout ça. Là, l'intérêt, c'est qu'avec un même outil, on va pouvoir tout faire. De la base de données jusqu'à l'IHM, en passant par les tests unitaires, possiblement même des tests d'intégration bout en bout. On l'a fait sur certains projets. J'ai un utilisateur qui, lui, fait du move to cloud en générant tous ses microservices intégralement jusqu'au Dockerfile, etc. et la construction. Donc voilà, vous prenez ce que vous voulez là-dedans. Vous pouvez faire qu'une partie de l'application, mais le gros intérêt, c'est ça. C'est la couverture intégrale de toutes les briques de l'application. Mais ce n'est pas obligé. Vous pouvez dire la partie Vue.js ou la partie IHM pure en SPA, on l'a fait à la main. J'ai des utilisateurs qui s'en servent juste sur une partie de leur code. Et puis, il y en a d'autres qui se disent, finalement, avec ça, on a tout. On a un modèle aussi, on a un modèle unique qui est plus fin, c'est-à-dire que qui peut être plus fin que certains modèles. Sur OpenAPI, par exemple, il y a des limites quand on définit le modèle des entités. Donc voilà, on peut mixer les deux ou prendre uniquement... enfin, en tout cas, Telosys peut tout couvrir. OpenAPI ne pourra toujours couvrir que la partie reste. Oui. C'est le but. Oui. Et pour vous, pour couvrir tout, vous devrez ajouter ce que vous appelez REST, après vous l'appelez MVC, c'est ce que vous ajoutez. Oui, on fait un template. Là-bas, c'est ciblé REST. Et aussi, il y a une spécification standard. Il y a deux versions, version 2, version 3. Et c'est au niveau de CNF Linux Foundation, c'est une spécification standard. C'est l'avantage que vous écrivez selon les standards. Et pas quelque chose Alors, dans OpenAPI, les standards, ce sont les fichiers YAML en fait, qui décrivent... Les fichiers standards sont standardisés. Oui. Au niveau de Linux Foundation, c'est ce qui semble être l'avantage, voir quelque chose de standard. Et aussi, là-bas, c'est bien que c'est une chose assez ciblée, c'est RESTful Web Services. C'est pour ça. Et aussi, là-bas, il utilise le système de template, d'événement. Et vous pouvez soit utiliser les templates qui sont disponibles par défaut, soit fournir une action OMP, mettre tous les templates. Oui. Ça, c'est quand on fait du contract first. Et on a d'autres situations où on fait du code first et on régénère le contrat à partir du code. C'est les deux solutions. Je vous propose de poursuivre peut-être ceux que ça intéresse juste après. Et pour qu'on ait le temps de faire un petit break entre les sessions. Merci beaucoup, Monsieur Guérin. Merci.